Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Une précarité infantile qui augmente, des services de protection de la jeunesse saturés, un décrochage scolaire qui explose, la santé mentale des jeunes qui se détériore. En matière de droits de l'enfant, le panorama semble bien sombre. Et pourtant, pas question pour notre invité et son équipe de se laisser abattre. À l'aube d'une nouvelle année, il nous encourage à miser plus que jamais sur les enfants et sur la jeunesse des jeunes pleins de ressources. Notre invité, c'est Souleymane Lagdim. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général aux droits de l'enfant. Vous avez pris vos fonctions il y a quelques mois en indiquant que votre priorité, c'était la lutte contre la précarité infantile. Alors pourquoi est-ce que c'est la priorité des priorités pour vous ? Mais lorsqu'on regarde tous les droits qui ont été consacrés par la Convention internationale des droits de l'enfant, en fait, la variable qui affecte le plus l'effectivité de ces droits, c'est la question de la précarité. Si vous voulez avoir accès à la culture, accès au sport, accès aux loisirs, accès à l'enseignement, accès au milieu d'accueil, il faut avoir un peu de sous en poche. Et quand on n'a pas de sous en poche, c'est très compliqué. Oui, ça veut dire que quand on travaille aussi, quand on veut travailler sur la précarité des enfants, sur le problème de la précarité des enfants, il faut aussi travailler sur la précarité de la famille, des parents. Tout à fait. Donc, pour moi, la précarité infantile est un concept qui existe, mais il est indissociable de la précarité des parents. Et donc, c'est vraiment une réflexion globale qu'on doit avoir, notamment sur le statut administratif des parents, sur les politiques de logement, parce qu'on sait que c'est la variable la plus déterminante en termes d'inégalité. Et donc, oui, il n'y a pas d'enfants pauvres, il y a des enfants qui vivent dans des familles pauvres. Alors, il y a aussi des jeunes. On sait qu'on a des jeunes qui sont sans abri aujourd'hui. Alors, on parle de 1200 jeunes de 18 à 25 ans qui sont sans abri, qui sont en errance. Là aussi, on a vraiment un travail à faire auprès de ces jeunes. Comment ça se fait qu'ils se sont retrouvés à la rue à leur âge ? Alors, il y a plusieurs explications. Vous avez raison, une personne sur 5 aujourd'hui qui est SDF est un jeune âgé de 16 à 25 ans. Alors, on a plusieurs chiffres qui font froid dans le dos. Si vous allez, par exemple, dans une maison d'accueil, vous verrez qu'un tiers des résidents a déjà eu un parcours dans l'aide ou la protection de la jeunesse. Et donc, il y a la question de la transition minorité-majorité. Lorsqu'on sort du système de l'aide ou de la protection de la jeunesse, là, il y a un chaînon manquant. Il y a une vraie prise en charge qui devrait être mise en place avec un accompagnement qui soit bienveillant, mais surtout une politique du logement. La première chose, c'est sécuriser ces enfants pour qu'ils soient logés. Et une fois qu'ils sont logés, alors on peut les accompagner de manière bienveillante. Et l'idéal, c'est de leur offrir une formation qualifiante et dans le meilleur des cas, un travail. Mais j'ai envie de revenir sur plusieurs choses que vous venez de dire. Mais avant ça, on va écouter ces jeunes, et notamment ces jeunes en errance. On a rencontré il y a quelque temps des jeunes donc, qui sont passés par la rue. On va écouter leurs témoignages. Moi, je m'appelle Alex, je suis un jeune de 18 ans. Là, je vais bientôt avoir 19. J'ai été à la rue pendant 4 ans. J'ai été placé depuis que j'étais tout petit. J'ai eu des familles d'accueil, 2-3 retours en famille qui se sont mal passés. Puis, à mes 14 ans, j'en ai eu un peu marre de tout ça, du système, en tout cas de ce qu'on me proposait du système. Et du coup, j'ai préféré essayer de trouver des solutions tout seul, ce qui n'était pas forcément très facile. Et j'ai décidé moi-même de partir. Et on m'a dit, écoute, c'est simple, si tu décides de partir, tu décides qu'on t'abandonne et tu resteras tout seul. Je dis, tant pis, je suis parti. Première nuit que j'ai passée à la rue, j'avais déjà 14, j'avais 14 ans en fait, donc la rue, ça fait 4 ans que je la fréquente. Donc, et la raison, c'est les problèmes familiaux, le manque de compétences des parents, sûrement. Et d'un côté, ma crise d'adolescence qui n'a fait qu'empirer les choses, le manque de compréhension, le manque de parole, sûrement. Tu m'as délaissé et j'en suis brisé. Je t'aimais, je te hais. Tu as taillé mon cœur en pièces. Aujourd'hui j'en suis faible, mais surtout à bout de nerfs. En vrai tout ça m'énerve, je me sens incomplète. Bientôt 1 an sans contact, venant de toi ça manque de tact. Tes paroles sont des balles à plomb. J'ai pas eu le temps de mettre une combinaison par balle. Tu m'as fusillé le cœur, je t'assure que ça fait mal.
Alors, Souleymane Lagdim, peut-être une réaction. J'ai l'impression que quand on entend ces témoignages, on voit quand même qu'il y a une défaillance de l'aide à la jeunesse, de la protection de la jeunesse, sans accabler des services en particulier, mais il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Alors aujourd'hui, le secteur de l'aide et de la protection de la jeunesse est en souffrance. Il est fissuré de partout et il n'est plus en mesure d'assumer pleinement ses missions s'il n'y a pas un financement conséquent et une vraie vision prospective du secteur. Aujourd'hui, on a ce triste record en Belgique francophone d'avoir les délais d'attente les plus longs pour une prise en charge. Aujourd'hui, on a 4600 jeunes qui subissent des négligences ou des maltraitances graves en famille et qui ne sont pas pris en charge. Aujourd'hui, on a des bébés qui sont placés en hôpitaux pour raisons non médicales parce qu'il n'y a pas assez de prise en charge. Il manque de familles d'accueil. Donc, on est vraiment dans une situation très, très compliquée. On a des délais d'attente de plus en plus longs et lorsqu'il y a une prise en charge, vu que la situation s'est détériorée, on a des délais de prise en charge qui sont de plus en plus longs. Donc, on n'est pas bon, en fait. On n'est pas bon et le témoignage des enfants l'explique. Il parle de fragilité familiale. Là où il y aurait fallu avoir une politique sociale ambitieuse qui soutienne ces familles, qui part du principe que ces familles ont des compétences, qui part du principe que ces familles qui part du principe qu'on respecte le choix éducatif de ces familles pour autant qu'ils ne soient pas contraires à l'intégrité physique, psychologique ou sexuelle, ça aurait fait du bien et malheureusement, on manque de réponse à ce niveau-là. Mais ça veut dire que pour vous, il faudrait plus travailler en amont avec les familles plutôt que, j'ai envie de dire, en aval dans l'hébergement. Alors on sait que les institutions, l'hébergement est indispensable aussi dans certains cas, mais pour vous, c'est plus en amont qu'il faut travailler. Alors en fait, c'est en amont, c'est pendant et c'est en aval. En amont, comme je l'ai dit, parce qu'il faut surtout éviter le basculement vers l'aide spécialisée. Si ce n'est pas possible, parce qu'il ne faut pas être dans l'angélisme, parfois on a des parents qui sont profondément maltraitants et il faut protéger l'enfant. Mais même lorsqu'on est dans ces situations-là, il faut pouvoir continuer à travailler avec les parents parce que la philosophie du décret de l'aide à la jeunesse, c'est la réintégration au sein du milieu familial. Et souvent, ces jeunes, de toute façon, après 3, 4, 5 ans de prise en charge, retournent dans leur famille. Donc c'est vraiment important de continuer à travailler avec les parents parce que c'est les principaux agents socialisateurs. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, une institution d'hébergement n'est pas en mesure de faire cet accompagnement. Je prends un exemple très simple. Une institution de 15 prises en charge qui est plus ou moins le standard de l'aide à la jeunesse, il y a 6,5 équivalents temps plein qui doivent assumer la routine 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc il suffit qu'un éducateur soit malade pour que les routines soient complètement chamboulées. À côté de ça, il y a tout un suivi au niveau logopédique, au niveau psychologique qu'il faut mettre en place, plus les activités des enfants. Donc c'est difficile de travailler avec les parents quand il n'y a pas assez de personnel. Oui, on l'a dit, un service de protection de la jeunesse, d'aide à la jeunesse saturée. On va voir quelques images d'ailleurs de manifestations. Ils ont manifesté un peu toute cette année. Depuis un an, ils manifestent régulièrement pour appeler à l'aide. On va voir quelques images de ces manifestations. Alors, j'ai envie de vous faire réagir sur une des choses qui est chantée là dans les chants. Donc, si tu es maltraité chez toi, tu restes là.
Vous qui avez travaillé dans des services de protection de la jeunesse, dans des services d'aide aussi à la jeunesse, vous qui connaissez le terrain, comment on vit en tant que travailleur le fait de savoir qu'un enfant est maltraité chez lui, par exemple, et qu'on ne peut rien faire? Alors, il y a deux sentiments en réalité. Le premier, c'est de la frustration. On est en colère contre le système parce que la plupart des travailleurs mettent une énergie et un enthousiasme incroyable pour retirer vers le haut ces enfants et leur offrir peut-être de meilleures chances pour l'avenir. Donc ça, il y a beaucoup de frustration et de colère parce qu'on n'est pas en mesure de mettre tout ça en place. Et puis, il y a un deuxième sentiment qui est aussi un sentiment de fierté dont on ne parle peut-être pas assez. Il y a toutes ces victoires silencieuses, invisibles, tous ces jeunes qui, grâce à cette aide, ont pu se réaliser, s'émanciper et prendre leur envol de manière sereine et stable. On n'en parle pas beaucoup, mais il y en a. Et donc, moi, j'avais souvent ce double sentiment. J'étais en colère et en même temps, je me disais, heureusement qu'on était là parce qu'on en a quand même aidé, voire parfois sauvé quelques-uns. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des petites victoires régulièrement. Il y en a beaucoup, oui, oui. Alors, en matière de protection de la jeunesse, en fait, il y a aussi les IPPJ. Parce qu'effectivement, ça entre dans la protection de la jeunesse. Alors, les IPPJ, on sait qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à améliorer dans ces IPPJ. Vous qui recueillez régulièrement des témoignages de jeunes qui sont enfermés dans ces institutions de protection de jeunes délinquants, qu'est-ce qui ressort le plus de ces jeunes qui sont des témoignages de ces jeunes enfermés en IPPJ? Alors, aujourd'hui, au niveau de l'IPPJ, c'est peut-être la seule institution qui fait un accueil inconditionnel. Et donc, on a forcément des jeunes qui ont commis des faits qualifiés infractions. Et je rappelle que l'IPPJ, ce n'est pas une prison. Donc, il y a un accompagnement éducatif qui est plutôt de bonne qualité. Alors, comme toutes les institutions, parfois il y a des manquements, parfois il y a des couacs. Donc, on est sollicité pour cela. Mais aujourd'hui, une des grosses difficultés auxquelles les IPPJ sont confrontées, c'est qu'elles ont un public qui est parfois un public pour lequel elles ne sont pas assez outillées. Notamment des enfants qui présentent des troubles d'ordre psychiatrique. Ou de plus en plus un public MENA, donc de mineurs étrangers non accompagnés, qui ont commis des faits de délinquance, mais qui souvent s'expliquent par de la survie, parce qu'ils sont dans l'errance et qui sont dans la rue. Et donc il faut travailler avec ce public, mais c'est très difficile de travailler avec ce public, parce que souvent il y a des problèmes d'assuétude, souvent il n'y a pas de perspective de réintégration familiale, vu qu'il n'y a pas de famille. Et donc, construire un projet pour la sortie, c'est très compliqué. Donc oui, aujourd'hui, les IPPJ sont aussi en difficulté. Oui, alors, un de vos projets, c'est de mettre en place une commission de surveillance IPPJ. Enfin, c'est de mettre réellement en place, parce qu'elle est prévue dans la loi, mais elle n'existe pas. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a quand même un lieu qui prive un enfant de liberté, mais qui n'est pas vraiment surveillé, contrôlé? Alors, si, il est surveillé et contrôlé, parce qu'il y a une inspection des IPPJ qui existe au niveau de l'administration générale de l'aide à la jeunesse. En fait, c'est une obligation qu'on a au niveau international depuis 2002. On doit créer une commission de surveillance pour tous les lieux privatifs de liberté. Alors, on en a déjà une au niveau fédéral avec la commission de surveillance pénitentiaire. Oui. On en a une du côté, mon homologue flamande préside une commission du côté flamand, mais du côté francophone, il n'y en avait pas. Et la différence entre cette commission de surveillance, c'est qu'elle est profondément indépendante. L'administration, je le rappelle, est à la disposition notamment de la ministre fonctionnelle. Et donc, en termes d'indépendance, on peut parfois se questionner. Tandis qu'ici, la commission de surveillance, elle est pleinement indépendante avec des commissaires qui sont pleinement indépendants. Et je souhaite de tout cœur pouvoir élargir cette commission et avoir un commissaire ou une commissaire qui soit un expert du vécu. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un ancien jeune qui a été placé en IPPJ ou une ancienne jeune qui a été placée en IPPJ et qui peut nous apporter aussi son expertise pour faire cela. Et alors, moi, j'ai la grande chance de pouvoir présider cette future commission de surveillance. Oui, c'est ça. Avec pour vous vraiment des améliorations à faire sur l'accompagnement de ces jeunes. Alors, cette commission de surveillance pourrait avoir ce rôle-là aussi. Oui, oui. Donc, elle est là déjà pour vérifier qu'il n'y a pas de manquement, parce que priver de liberté quelqu'un, c'est l'ultima ratio, c'est en dernier recours qu'on doit le faire. Et donc, il faut être sûr que tout soit bien pris en charge. Mais au-delà de ça, c'est aussi une manière de faire essaimer les bonnes pratiques qui existent d'une IPPJ à l'autre. C'est aussi une manière, finalement, de donner du soutien, peut-être même aux organisations syndicales, s'il y a des manquements, par exemple, s'il y a des locaux qui sont insalubres, si les normes d'encadrement sont insuffisantes. Cette commission de surveillance peut aussi faire cela, mais elle a surtout un rôle d'avis et de surveillance, comme son nom l'indique. Ouais.
Alors, on a beaucoup parlé des listes d'attente dans les services d'aide et de protection de la jeunesse. Un autre secteur où on sait qu'il y a beaucoup de listes d'attente, ce sont tous les services de santé mentale. Depuis le Covid, on sait que voilà, ça s'est aggravé. Il y a vraiment une explosion de la prise d'antidépresseurs, une explosion de demandes d'appel à l'aide de jeunes. Alors, pour parler de ce sujet, j'ai envie de vous montrer un extrait de jeunes qui ont été suivis par mon collègue Pierre Skonbrod, qui a réalisé un documentaire sur la santé mentale. Et avec les jeunes qui ont participé au documentaire, il a fait plusieurs projections de ce documentaire et puis il est allé au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et ces jeunes ont tenté d'interpeller le politique sur les solutions qu'on aurait pu apporter à leur mal-être et des solutions qui peuvent passer par l'école. On va les écouter tout de suite. Quand j'avais arrêté d'aller à l'école pendant 6 mois, je crois, à la fin de l'année, j'avais quand même présenté un projet en théâtre parce que ils ne voulaient pas me laisser tomber. Et effectivement, moi, ça m'a beaucoup aidé à trouver un sens. Enfin, bon, après, vivre de l'art, c'est un peu compliqué, mais surtout dans le milieu des comédiens, etc. Mais franchement, c'est beaucoup plus humain comme cours. Enfin, c'est vraiment... on se met au service de l'autre, en fait, et on ne peut pas faire du théâtre sans penser à la communauté. Et du coup, ça change des cours où pendant 3 ans, j'étais en latin et je devais avoir les meilleures notes, quoi. Et puis maintenant, je suis notée avec des couleurs sur mes compétences théâtrales. Donc voilà. Moi, là, maintenant, je me regarde dans le miroir en me disant que je suis pas normale et que je suis folle et que je suis incapable de vivre comme les autres parce que je suis pas capable de faire 8 heures assis sur une chaise comme les autres et que je suis pas capable de me réveiller à 7 heures du matin pour aller à l'école. Et genre, le truc, c'est que eux m'ont dit que, c'est pas ok de croire qu'il n'y a pas d'autres solutions que ça, vous voyez. Moi, je suis à côté de ça, je suis une artiste, je fais des grandes choses, j'aide blindé de gens, je suis inspirée par plein de choses, j'apprends plein de choses, mais parce que je suis pas capable de faire 8 heures sur une putain de chaise, j'arrive pas à me regarder dans le glace en me disant que je suis comme les autres. Et c'est pas ok du tout, et c'est grave pas ok, et je défends ça autant que vous voulez, mais moi, je suis pas au clair, et je sais le nombre de jeunes qui ont pas cette clairvoyance et qui sont bousillés et qui sont détruits par leurs parents, qui leurs proches, parce que bien sûr, les gens ils sont là, ah mais tu vas pas à l'école, et tu fais quoi alors? Non mais il y a tellement... Je trouve ça... Des gens arrivent à rentrer dans le système scolaire et tant mieux pour eux. Mais pour ceux qui n'y arrivent pas, je pense qu'on devrait même dire cette notion que l'école, c'est pas toute la vie, en fait. Pour nous, on a pu venir s'asseoir à cette table avec... moi, ce qui me choque, c'est d'avoir pu être assis avec, les députés à la même table que nous. On était sur le même plan qu'eux. Ça, vraiment, on avait notre petit micro comme eux et tout. Quand je me dis qu'on a commencé un film quand j'étais en PLS au domaine, et là, on se retrouve dans la même configuration, mais au Parlement, quoi. Je trouve qu'il y a quand même un travail qui a été fait. Et quand je vois des gens qui sont quand même importants, des députés, qui sont vraiment touchés et qui ont vraiment, qui m'ont donné l'impression, en tout cas, d'avoir envie de faire vraiment des choses à propos de ce sujet, ouais, ça a quand même bougé. Après, ça reste compliqué, mais dans le système scolaire, dans l'institution de l'école, je me suis jamais sentie compris ou écoutée, ou je n'ai jamais senti que mon point de vue, que ce que je disais valait quelque chose. Par exemple, c'est impossible de débattre. On ne peut pas dire à un professeur « oui, mais moi, je pense que… » Le prof va te dire « non, mais c'est comme ça ». Je trouve que ça manque… on est censé être jeune, on est censé développer notre esprit critique quand même. On est censé apprendre à vivre, pas à se soumettre à tout. Alors, Soleiman Lagdim, j'ai envie juste de vous faire réagir peut-être à ce qui est dit. Il y a pas mal de choses intéressantes qui sont dites. La première, la question du sens à l'école. On voit bien que c'est une institution qui, je le rappelle souvent, a été créée il y a 200 ans avec l'émergence d'une société industrielle. Et l'objectif de l'école, c'était de créer une main-d'œuvre qui soit une main-d'œuvre un peu qualifiée et surtout très obéissante. Ça, c'est l'ADN de l'école. Et aujourd'hui, l'école, elle a d'autres défis à relever, mais elle n'a pas beaucoup évolué dans son logiciel. Et c'est ce qui est dénoncé ici, mais pas que ici. J'ai eu l'occasion d'échanger avec des jeunes la semaine passée. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent « l'école fait de moins en moins sens. Ce n'est pas un lieu de démocratie, c'est un peu ce qui est renvoyé ici. Ce n'est pas un lieu où il y a de la participation, ce n'est pas un lieu où il y a assez d'équité. Alors bien sûr, il y a des écoles qui sont très progressistes et où il y a des très belles initiatives, mais… la question du sens est fondamentale. Et puis, il y a une deuxième chose qui est importante à travers ce que j'ai entendu, c'est qu'on a des profils atypiques.
Et aujourd'hui, il y a toute une série de possibilités qui existent, notamment vers les filières qualifiantes, mais comme elles ne sont pas valorisées, comme c'est souvent des choix par défaut, aujourd'hui, on a des enfants qui refusent d'aller vers ces filières parce qu'ils n'y trouvent pas leur place ou parce qu'ils considèrent que c'est moins bien qu'être dans le général. Donc, un des grands enjeux de l'école, c'est justement de mettre l'accent sur une revalorisation des filières qualifiantes et donner surtout du sens, de la démocratie et de l'équité. Oui, c'est ça, que les élèves deviennent de vrais acteurs de l'école, en quelque sorte. Oui, et rappeler que la participation, c'est un droit qui est consacré par la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc, ce n'est pas un privilège qu'on leur donne, c'est quelque chose auquel ils ont droit. Oui, et on sent ici dans le témoignage de Saï à la fin que le fait d'être entendu, d'être écouté, on sent qu'il y a une fierté, une vraie reconnaissance. Elle qui a connu des épisodes plus compliqués au niveau de sa santé mentale, des dépressions, etc., on sent qu'il y a vraiment une fierté de pouvoir s'exprimer, d'être entendu. Mais vous avez tout à fait raison. La reconnaissance, c'est ce pourquoi on se lève tous le matin. Et les enfants en ont aussi besoin. Donc la reconnaissance, c'est très, très important. Et puis le lieu très symbolique du Parlement avec des députés et la représentation qu'on a dans l'inconscient collectif du travail parlementaire, je trouve effectivement que c'est une bonne chose. Ouais. Alors pour reparler de l'école et revenir peut-être au tout début de notre entretien, on parlait de la lutte contre la précarité. Oui. En fait, cette lutte contre la précarité, est-ce que pour vous, elle peut aussi passer par l'école, avec plus de gratuité scolaire, mais aussi gratuité des repas, par exemple? Oui, je pense que c'est un des grands enjeux. L'école a cette formidable chance de réunir tous les enfants. Et aujourd'hui, les indicateurs sont en rouge. Par exemple, à Bruxelles, un enfant sur 4 n'a pas de tartine à l'école. Alors, on sait que c'est un coût. Mais est-ce que c'est un coût, est-ce que c'est un investissement? C'est la première question qu'on doit se poser. Moi, je pense que c'est un investissement et je ne suis pas le seul à le penser. Il y a plusieurs économistes qui ont fait des travaux et qui démontrent qu'un euro investi dans la gratuité à l'école et 4 euros gagnés plus tard, si je vais très vite dans les conclusions. Mais donc oui, la gratuité des cantines, c'est quelque chose qui est important. Je rappelle qu'il y a plein de pays pour lesquels c'est déjà effectif depuis parfois plus de 100 ans. Je pense notamment aux pays nordiques. Et donc on doit aller vers ça parce qu'on a tout à y gagner. Alors, il y a eu un effort. On a la gratuité au niveau, dans l'enseignement primaire et en maternelle aussi. Primaire en première, deuxième, et puis une extension vers la troisième, quatrième. Donc, on va dans la bonne direction, sauf qu'on est en train de diminuer des coûts, mais qu'à côté de ça, il y a d'autres coûts qui arrivent, notamment les fournitures informatiques. Aujourd'hui, l'école est de plus en plus numérique. Depuis le Covid, il y a eu vraiment un coup d'accélérateur et on a besoin d'avoir un ordi, on a besoin d'avoir une connexion à Internet, on doit pouvoir utiliser tout cela. Et donc tout ça a un coût. Et aujourd'hui, donc, on est en train de diminuer des coûts d'un côté, mais on est en train d'en rajouter d'autres. Et un des grands enjeux aussi, c'est peut-être de plafonner les voyages scolaires. Les voyages scolaires sont super importants et ça permet à toute une série de jeunes de pouvoir voir des choses qu'ils n'auraient pas la possibilité de voir. Je pense notamment aux publics les plus précaires. Mais il faut rendre accessible au maximum ces voyages scolaires. Aujourd'hui, c'est vraiment à géométrie variable et malheureusement, en Belgique francophone, on a un triste record, on a un des enseignements les plus inégalitaires de tous les pays de l'OCDE, donc de tous les pays industrialisés. Et ça, il faut essayer de redresser la barre. Oui, alors on sait, là on arrive en 2024, année d'élection à tous les niveaux de pouvoir en Belgique. Ça veut dire que pour vous, c'est le moment plus que jamais d'agir et de montrer, d'être aussi force de proposition voilà. En tant que délégué général aux droits de l'enfant. Quelles sont peut-être les propositions? Alors là, vous venez déjà d'en faire une, mais est-ce que vous avez d'autres propositions pour vraiment faire entendre la voix de ces enfants, de ces jeunes? Oui, alors on a fait un mémorandum, donc on a fait un rapport d'activité avec un état des lieux de la situation et comme vous venez de le dire, on veut être une force de proposition constructive et réaliste aussi. Je pense que la prochaine législature, si on veut agir sur la question de la précarité, il faut que dans les déclarations de politique régionale à Bruxelles et en région wallonne, l'axe logement soit un axe principal qui guide toutes les politiques. Parce que c'est là-dessus qu'on va pouvoir agir de manière conséquente sur la précarité. Il y a aussi la question du statut administratif des parents, notamment l'individualisation des droits sociaux. Alors c'est un peu compliqué à expliquer, mais grosso modo, c'est faire en sorte que chaque personne, que ce soit un droit pour chaque personne et non pas un droit qui dépend de la situation conjugale ou familiale. Donc là-dessus, c'est vraiment très important d'agir. Je pense qu'il y a 3 secteurs qui mériteraient d'être profondément accompagnés, renforcés. C'est le secteur de l'aide à la jeunesse, on en a parlé, le secteur ATL de
l'accueil temps libre, qui font un travail formidable, mais qui ont un statut d'une précarité terrible. Or, si on veut engranger toute une série d'autres réformes, on a besoin de ce secteur. Je pense notamment à la réforme sur les rythmes journaliers à l'école. Et puis le troisième, peut-être, c'est les centres PMS qui aujourd'hui aussi sont en grande souffrance et qui sont des acteurs de première ligne pour les élèves à l'école. Donc oui, il y a des renforts conséquents à faire, mais ce sont des choix politiques. Mais surtout qu'on sait que les défis aussi vont être grands. On voit, aujourd'hui, on est dans une société aussi qui est très fortement polarisée. On a, le racisme a toujours existé, mais on voit que le contexte international fait que le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, ça revient des concepts qui étaient toujours là, mais on a l'impression que ça revient de plus en plus dans les cours d'école aussi. Et donc, il y a plus que jamais aussi un travail à faire avec les élèves à l'école autour de tout ça. Bien sûr, moi je crois beaucoup au dialogue et au dialogue fraternel, donc il faut vraiment jeter des ponts entre les communautés, mais pour jeter des ponts, il faut de la terre ferme de chaque côté. Et c'est là-dessus qu'on doit agir et œuvrer. Oui, c'est ça, avec des cours aussi peut-être où ils peuvent se retrouver collectivement. On a le cours de philosophie et de citoyenneté, on le sait. Alors dans un tout autre secteur aussi, à l'école, on n'en a pas parlé, mais il y a l'EVRAS, dont on a, qui a quand même fait polémique ces derniers temps, et où là aussi on se dit, mais il faut continuer à travailler là-dessus. Il faut continuer. Moi, je suis un fervent défenseur de ces modules d'animation. Et honnêtement, pour avoir travaillé beaucoup avec des publics abîmés, moi j'ai eu des jeunes filles qui à 11 ans étaient enceintes, j'ai eu des enfants qui ont subi des violences intrafamiliales et généralement des abus sexuels et qui, grâce à des modules EVRAS, ont pu dénoncer ces violences, qui ont été victimes de grooming, c'est-à-dire de prédateurs sur Internet qui leur demandent des photos de nus. Et grâce à des modules EVRAS, on a pu vraiment ouvrir des enquêtes judiciaires à l'encontre des auteurs présumés. Donc oui, je suis un grand défenseur de l'EVRAS et il faut continuer à œuvrer et rassembler. Alors peut-être une dernière question sur le rôle du délégué général aux droits de l'enfant. C'est-à-dire que si on a des enfants, des jeunes qui nous regardent, ou même des adultes d'ailleurs, finalement, comment est-ce qu'on peut vous solliciter? Pourquoi on peut vous solliciter? Pour quelles raisons? Pour quels motifs? Qu'est-ce que vous faites? Alors, on a plusieurs missions. La première, je l'ai déjà expliqué, c'est faire un rapport annuel pour faire un état des lieux et venir avec des propositions qui soient constructives. Deuxième mission, c'est faire la promotion et l'information des droits. Donc, si on veut que les enfants connaissent leurs droits, il faut être sur le terrain de prédilection des enfants. C'est pour ça qu'on a vraiment développé une stratégie numérique parce que les enfants, ils n'écoutent pas la première, ils sont sur leur smartphone, ils sont sur les réseaux sociaux, donc on doit y être aussi. Et puis, on a surtout une veille permanente sur les différentes législations qui touchent de près ou de loin les droits de l'enfant et alors on rend souvent des avis. Et puis quand il y a des droits qui sont bafoués et qu'il faut remettre du dialogue entre un jeune ou une famille et une institution, alors là on intervient, on fait une forme de médiation institutionnelle pour remettre sur la même fréquence des personnes qui ne se parlent plus. Voilà. Mais on voit qu'effectivement les enjeux sont nombreux, mais les ressources sont là et on l'a dit, on va compter sur ces jeunes qu'on a entendus et on voit quand même qu'ils sont peut-être en perte de sens, mais ils ont envie d'en retrouver en tout cas. Et ce qui est important de dire, c'est que dans notre rapport d'activité, il n'y a pas une ligne qui a été écrite sans les avoir consultés. Donc vraiment, merci beaucoup. Je vous invite nos spectateurs à aller d'ailleurs sur votre site internet. Donc c'est dgde.cfwb.be. Merci beaucoup Soleiman Lagdim. Merci à vous de nous avoir suivis et puis on vous souhaite déjà une très bonne année 2024. Merci et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.